Bonsoir, lancement du forum Women Mining, femmes dans les industries extractives. Ce forum compte défendre les intérêts des femmes qui évoluent dans le secteur des mines. Demain 23 mars, c'est la journée mondiale de la météo, une occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger l'environnement pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Le Salon du Livre de Paris a ouvert ses portes. L'affluence est grande, plus de 50 pays sont présents. Nous serons avec notre envoyé spécial dans la capitale française, à Kalesou. Bonsoir, mines et emploi. Les femmes ne comptent pas rester en marge dans la gestion des projets miniers en Guinée. Un forum dénommé Women Mining, femmes dans les industries extractives, a été lancé ce matin. Objectif, défendre les intérêts et favoriser l'implication de la couche féminine dans ce secteur porteur de croissance. Reportage, Mohamed Alpha Baldé. À l'heure où l'âge d'or du secteur minier pointe à l'horizon, les femmes qui évoluent dans ce domaine s'organisent. Elles discutent des difficultés auxquelles est confrontée la couche féminine dans les mines, mais aussi des pistes à explorer pour une meilleure implication des femmes dans les industries extractives. L'initiative est née d'un constat, la faible participation des femmes dans l'industrie extractive en Guinée et partout dans le monde. Donc c'est pour ça que nous nous battons dans ce sens, pour trouver des solutions, pour attirer plus de femmes dans ce secteur, pour qu'elles puissent aussi jouir de toutes les retombées positives de l'industrie extractive. Au cours de ce forum Women in Mining, initié par l'association Women in Mining Guinée, des thèmes comme genre et industrie extractive, enjeux, défis et opportunités, ou encore l'état des lieux sur le leadership féminin dans les industries minières seront développés par les participants. Le gouvernement soutient l'initiative. On peut trouve ensemble des solutions pour faire de telle sorte que le leadership féminin, la formation, la promotion de l'entrepreneuriat féminin soit une réalité dans le domaine des mines afin de pousser au développement de ce pays. La population guinéenne est majoritairement féminine à hauteur de 52%. Si jusque-là, les femmes se contentaient de revendiquer leurs droits, maintenant elles comptent bien agir pour être au devant de la scène et participer activement au développement du pays. Dans le même registre, en séjour de travail à Monrovia, les ministres guinéens des Mines et des Transports ont rencontré leur homologue libérien. Les entretiens ont porté sur un projet minier guinéen dont l'exportation devrait transiter par le Libéria. West Africa Exploration bénéficie déjà du soutien des populations de Lola, où se trouvent les monts Nimba. Alia Kamara, notre envoyé spécial au Libéria. Le projet d'exploitation des minerais de fer de Mont Nimba devrait débuter en 2015 et déjà le groupe West Africa Exploration réfléchit à un moyen d'évacuation rapide. Le plus court chemin c'est le Libéria. Le groupe est entré en contact avec les autorités de Monrovia. Mais depuis la fin de la guerre libérienne, c'est la société ArcelorMittal qui est chargée de la gestion des rails. Les installations appartiennent au gouvernement libérien et le pays est disposé à collaborer à ce projet guinéen. Le chemin de fer est une propriété de la République du Libéria. C'est nous qui en avons confié la gestion à ArcelorMittal. Nous avons toujours un droit de regard dans la façon dont ces biens sont gérés depuis plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes heureux que nos frères guinéens nous fassent une telle proposition. Par nos voix, le Libéria donne son accord et rassure le gouvernement guinéen de notre soutien total à ce projet de West Africa. Lorsqu'elle entrera en phase d'exploitation, West Africa Exploration produira dans un premier temps un peu plus de 3 millions de fer de type Kanga. Et là aussi, il faudra utiliser la route côté libérien pour évacuer les minerais, notamment par le port de Buchanan. Pour le ministre guinéen des Mines, ce projet d'envergure sous-régionale aura un impact positif pour le Libéria. Il est important que les études qui sont en cours puissent être accélérées pour qu'on puisse avoir une idée précise de la manière dont on peut optimiser l'utilisation des chemins de fer, on puisse cerner également les questions de capacité. Parce que les promoteurs qui étaient déjà sur le chemin de fer ont également l'intention d'augmenter leur propre production. Donc il faut qu'on s'assure que tous les utilisateurs peuvent utiliser ce chemin de fer sans grand dommage. À Lola, côté guinéen, le projet de West Africa Exploration bénéficie du soutien total des communautés des ors. Elles ont récemment exprimé leur satisfaction lors du passage de la délégation gouvernementale dans la localité.
À Conakry, 6 projets de société ont été présentés aux partenaires techniques et financiers de la Guinée par l'organisation catholique Relief Service. Ces projets concernent les infrastructures socio-économiques de base. Ils devraient contribuer à améliorer les conditions de vie de la population. Abdul Aziz Baldé, reportage. 6 projets au total axés sur l'agriculture, l'éducation, la santé et la promotion de l'emploi jeune. Ce sont entre autres projets présentés par l'organisation internationale catholique Relief Service devant les bailleurs des fonds et membres du gouvernement. Après plusieurs heures d'exposé sur les avantages de ces projets, l'organisation fait face désormais aux bailleurs pour un éventuel financement. En fonction du bailleur de fonds, on va élaborer un projet plus grand ou plus petit par rapport à ces moyens de financer. Mais le coût moyen du projet tourne autour de entre 500 000 et 1 million de dollars. La Guinée, l'un des pays les plus riches en matière de ressources minières, entend œuvrer efficacement pour gagner le pari à travers l'implication effective du secteur privé. Ce qui m'a frappé ce soir, c'est l'ampleur de la participation du secteur privé ici en Guinée. Donc mobiliser le secteur privé en faveur des jeunes, c'est très important, c'est très intéressant. Et voilà, je souhaite CRS réussite avec l'objectif. Le CRS, Organisation catholique internationale, est à pied d'œuvre pour faire de la Guinée un pays phare en Afrique de l'Ouest. Les journalistes des médias publics et privés à l'école des droits de l'homme, ils étaient récemment en formation sur le rôle et la responsabilité des médias. La rencontre s'est tenue à Frigiadi dans la ville des Agrumes. Falilou Diallo, reportage. Et les médias publics et privés à promouvoir et protéger les droits de l'homme, voilà le cheval de bataille du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques, d'où la tenue de cette session de formation à Kindia. Quelques mois, le département a élaboré et présenté à la presse notamment un plan prioritaire. Et un des projets importants de ce plan prioritaire, c'était le projet de vulgarisation des textes de loi. Et vous savez qu'un projet de vulgarisation des textes ne peut réussir que s'il s'adosse à une démarche de communication cohérente qui s'appuie effectivement sur des journalistes. Donc nous avons intérêt à ce que les journalistes, des journalistes soient suffisamment formés pour nous accompagner. L'importance des médias dans la promotion des droits humains n'est plus à démontrer. Ils ont aujourd'hui un rôle prépondérant pour expliquer aux populations comment jouir de leurs droits. La presse a un rôle fondamental à jouer dans la promotion des droits de l'homme. Pour peu seulement que la presse se lève, joue un rôle responsable, nous sommes rassurés des objectifs que nous cherchons à atteindre dans ce pays, c'est-à-dire changer les perceptions que les gens ont des problèmes de droits de l'homme en Guinée. Une vingtaine de journalistes participent à ces journées de formation et le déclic est déjà là et les changements sont attendus. À partir d'aujourd'hui, je crois que je vais revenir un peu sur le traitement de l'information, surtout lorsque aujourd'hui on constate des personnes qui sont inculpées bien avant qu'ils ne soient coupables. On annonce à l'antenne qu'il est présumé coupable et en même temps on montre ou on dit le nom de la personne. C'est un changement qu'il faut arrêter. C'est un truc qu'il faut arrêter parce qu'on est en train de vendre la personnalité. L'idéal après cette formation pour le département des droits humains et des libertés publiques est de former un noyau de journalistes pouvant les accompagner dans la promotion et la protection des droits humains. Tenue du tout premier conseil d'administration de l'agence du service civique d'action SCAD au Palais Serratoria, plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la validation du plan d'action 2014 et les perspectives en cours. Sur les 65 volontaires actuellement non employés, 23 sont en stage pour une durée de 3 mois et les autres en situation d'attente. Tous ces problèmes ont été débattus en brèche par le conseil. Adiatou Bari, reportage. Après une première promotion de volontaires insérés à 53% dans les différentes entreprises, la SCAD poursuit sa mission, celle de répondre à la forte demande d'emploi des jeunes à travers une formation civique et professionnelle dans diverses filières. Aujourd'hui, la SCAD projette de décentraliser ses centres de formation à l'intérieur du pays. Pour atteindre conformément à sa mission et le plan d'action, l'agence a pour perspective en 2014
l'ouverture et l'équipement d'un centre SCAD pour la région de Mamou, l'ouverture et l'équipement des ateliers de formation au centre SCAD de Conakry. Il s'agit en effet pour mon institution d'optimiser la qualité de la formation SCAD avec pour référentiel l'approche par compétences et par objectif. La question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes est la principale préoccupation du gouvernement, d'où l'engagement du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune d'accompagner les actions de la SCAD. Et nous sommes convaincus qu'en mettant nos efforts ensemble, qu'en mettant autour de la table tous les partenaires qui participent à l'épanouissement des jeunes ou des femmes, nous sommes convaincus que le rêve, l'ambition et l'espérance tant attendues par les jeunes ne seront que des réalités. Créée le 11 avril 2011, la SCAD forme depuis 2012 des volontaires diplômés et non. Elle envisage avant le 30 avril prochain 110 emplois, soit 80% d'insertion. Demain 23 mars, c'est la journée mondiale de la météo, une occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger l'environnement. Cette année, elle est consacrée aux jeunes par le choix du thème « Temps et climat mobilisant les jeunes ». En Guinée, le ministre des Transports a fait une déclaration que nous commente ici, Fodé Camara. Dans des localités comme Mandiana, Haute-Guinée, souvent la rareté des pluies perturbe le calendrier agricole et affecte l'économie rurale. Outre l'agriculture, les conséquences des changements climatiques touchent les transports, la santé et les ressources en eau. Pour conscientiser l'opinion sur les impacts négatifs du changement climatique, la journée météorologique mondiale de cette année sera commémorée sous le thème « Temps et climat, mobilisons les jeunes ». Les jeunes dont la tranche d'âge est comprise entre 15 et 24 ans représentent en effet le 6e de la population mondiale. Environ 85% d'entre eux vivent dans des pays en développement. Ils connaîtront la moitié de ce siècle et subiront, si des actions énergiques ne sont pas prises, les graves conséquences du changement climatique. Ils doivent être à l'avant-garde de la sensibilisation de l'opinion publique, s'agissant notamment de la nécessité d'atténuer le changement climatique et de s'y adapter. Pour libérer tout leur potentiel dans ce domaine, nous devons trouver le moyen de les associer à la formulation et à la mise en œuvre de politiques qui ont une incidence sur les générations actuelles et futures. Autre zone vulnérable, le littoral. Ici, la température de l'atmosphère et le niveau de la mer s'élèvent de jour en jour. Face aux assauts des vagues, les infrastructures s'effritent et les périmètres de riz ne sont pas à l'abri de la remontée saline, de l'acidité et des autres effets négatifs du changement climatique. Pour juguler ce phénomène, le gouvernement du professeur Alpha Condé a entrepris des mesures énergiques à travers la politique du renforcement de la résilience des communautés vulnérables et la fourniture de semences et engrais adaptés à la situation climatique actuelle. C'est le moment de remercier une fois encore la communauté internationale à travers le PNUD, la FAO, l'Organisation météorologique mondiale ainsi que les missions diplomatiques et les organisations non gouvernementales pour l'assistance qu'elles apportent sans cesse à nos services techniques afin de leur permettre d'accomplir leur mission. Conformément au thème Temps et climat, mobilisons les jeunes, cette année, la journée mondiale de la météorologie sera célébrée en différé dans quelques universités de la capitale, histoire d'aider les jeunes à comprendre que la lutte contre les changements climatiques passe d'abord par le changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. Comment sécuriser et promouvoir la pêche artisanale dans notre pays? L'association des jeunes pêcheurs semble trouver la réponse à la question. Elle opte pour la mise en circulation des barques à fibres de verre. Ibrahima Keita est allé à leur rencontre. Il y a quelques années, la pêche artisanale était la principale pourvoyeuse des marchés du pays en poisson. La chute du niveau de cette activité serait due à la vétusté des barques. C'est justement pour relancer le secteur que le chef de l'État, lors de sa rencontre avec les professionnels de la pêche artisanale, a insisté sur la confection des barques sécurisées de longue durée, comme dans d'autres pays. Vous savez bien que les naufrages en mer, là, avec nos pirogues en bois, là, ils ne sont pas beaucoup résistants.
Ça a retenu beaucoup l'attention du président de la République qui a même demandé que pour qu'on essaye d'abord ces fibres de verre de commander certains fabricants pour qu'on gagne ou la pêche artisanale puisse en bénéficier de cela. Dans cette démarche, le chantier naval tenu par des jeunes Guinéens s'est lancé dans la confection de plusieurs barques de pêche, dont les barques à fibre de verre. Nous avons au chantier naval plusieurs moules de barques en fibre de verre et nous avons une capacité de production de 10 barques par mois en fibre de verre pour la pêche artisanale. On peut les faire jusqu'à 22 mètres. Selon l'association des jeunes pêcheurs, en plus de la sécurité liée au naufrage, les barques en fibre de verre répondent aux exigences liées à l'hygiène. Les fibres en verre, mieux que c'est plus coûteux que ces barques-là, mais si on a une de ces barques, elle peut faire plus de 10 ans de garantie de solidité. Le chantier de construction navale, en plus des barques en fibre de verre, intervient aussi dans la confection des caisses isothermes de stockage de poissons, répondant aux normes internationales. Toutes choses devant contribuer à la levée de la suspension de l'agrément d'exportation de poissons de la Guinée. La 34e édition du Salon du Livre a ouvert ses portes dans la capitale française. Cette année, l'affluence est grande. Plus de 50 pays sont présents. Dans le stand guinéen, les étagères sont garnies de dernières parutions, exhibées avec fierté par la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Makale Souma est notre envoyé spécial dans la capitale française. Première journée du Salon du Livre de Paris, une affluence digne des grands événements, qui pour découvrir et admirer, qui pour acheter les œuvres des auteurs exposées dans les stands. Un moment de pur plaisir pour tous, mais surtout pour les incontournables de la culture et de la littérature. C'est un événement très important pour notre pays. Un pays riche de culture, un pays riche de tradition, un pays riche pour le monde. Et le fait d'être présent ici, même avec un stand aussi modeste qui n'est pas conforme aux ambitions de notre pays pour le développement de la culture, ça nous permet d'exister. On voit le stand Guinée et c'est vraiment une grande joie pour nous de voir toute la production des auteurs guinéens. J'espère un jour venir à Conakry et rencontrer les artistes, les créateurs. C'est un pays que nous aimons beaucoup. Parmi les pays présents à cette 34e édition du Salon du Livre de Paris, la Guinée, représentée par la maison d'édition Harmattan Guinée et par une dizaine d'écrivains guinéens, tous fiers d'être présents à ce salon. Je pense que c'est une bonne inspiration. Les nouveautés qui sont là seront certainement prisées par nos compatriotes qui commencent déjà à passer au niveau du standard de la République de Guinée. L'impression est bonne parce qu'il y a beaucoup de stands. Mais figurez-vous, il n'y a que, je crois, 55 pays qui sont représentés. Le fait que la Guinée soit là, je pense que c'est une bonne manière de défendre notre culture. Les visiteurs de cette 34e édition du Salon du Livre de Paris continuent leur ronde autour des différents stands installés. Même ceux qui ont déjà acheté les livres et procédé à leur dédicace continuent leur visite en espérant de dénicher d'autres œuvres de qualité et surtout de leur choix. Makale Souma depuis Paris, merci pour ce compte rendu. En prélude de la commémoration du 30e anniversaire de la mort du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré, une conférence débat sur la vie et les œuvres de l'homme a été organisée à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. La cérémonie a regroupé parents, proches et sympathisants du PDG RDA. Le point avec Mamadi Gassama. L'Association guinéenne pour la promotion de la santé, l'éducation, l'environnement et du droit se souvient du feu président Ahmed Sékou Touré. Cette conférence débat axée sur les thèmes vie et œuvre du président Ahmed Sékou Touré marque le lancement d'une série d'activités consacrées à l'homme qui a conduit la Guinée à la souveraineté nationale en 1958. Nous sommes en quête d'informations sur notre passé. On n'a pas de conférence, mais conférence débat pour que les acteurs parlent, ils s'expriment et qu'il y ait un débat contradictoire pour que la vérité jaillisse. C'est ce que nous avons besoin. L'une des particularités de cette conférence, c'est son caractère éducatif, car elle a permis à l'assistance d'avoir des informations plus explicites de l'homme de 1958.
Nous avons expliqué à la jeunesse le fondement ou ce qui était proposé par la France aux colonies, par la constitution de la 5e République, constitution qui a été mise au référendum le 28 septembre 1958. L'idée essentielle, c'était de montrer que l'indépendance guinéenne a été acquise par tout le peuple de Guinée, avec 96 et quelques pourcents de non. Et c'était sur toute l'étendue du territoire national. C'est un grand patriote, désintéressé, qui a aimé le peuple, qui ne disait jamais moi, il disait non, qui ne disait jamais j'ai fait ça, il dit nous avons fait ça. Pour rappel, le président Ahmed Sékou Touré a tiré sa révérence en 1984 à l'âge de 62 ans. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont l'islam au service du peuple ou encore la révolution et la culture. L'association pour le rayonnement de l'islam, Nourdine Islam, poursuit sa campagne d'éducation islamique à travers le pays. La caravane a déjà fait le tour de 3 régions. Elle entame l'étape de la Basse-Guinée ce lundi. Il est question de faire des prières collectives pour la paix et le développement de notre pays. Ansouman Toumani Kamara, reportage. En venant dans l'arrière-pays, l'érudit Cheikh Suleiman Sidibé se veut aussi porteur des messages de la concorde sociale pour la promotion de la culture de paix. Et la Guinée en a réellement besoin en ce moment où les relations sociales sont considérablement affectées par la politique. Ainsi, du 26 mars au 6 avril, les étapes du Fouta Djallon et de la Basse-Côte seront mises à profit pour faire des prières collectives pour la paix et des bénédictions afin que Dieu exauce les vœux de chaque citoyen à cette retrouvaille islamique. Après une décennie d'invalidité, me voici sur pied grâce aux prières de Cheikh Suleiman. Ma jambe gauche a failli être amputée, mais Dieu merci, je suis sauvé. À ce jour, on dénombre une 50aine de personnes converties à l'islam par cette association. La 17e et la toute dernière étape de cette campagne d'éducation islamique en Moyenne et Basse-Guinée se fera à Conakry au stade du 28 septembre ce dimanche 6 avril. Parmi les invités, le très célèbre prédicateur congolais Abdul Majid qui viendra encore pour d'autres débats d'actualité sur les religions dans le monde. Un concert sur le maintien de la paix et la réconciliation nationale se tiendra demain au Palais du Peuple. Il sera organisé par La Voix du Konya, une organisation des personnes venues du sud du pays, particulièrement de la communauté Konya. L'artiste ivoirienne Afouketa sera de la partie. Tianos Mandialo nous fait le point. Pour la plupart, issus de la région forestière, ils forment la Voix du Konya. Marqués par les derniers événements tragiques qui ont secoué leur région, ils se préparent à vivre demain dimanche un concert au Palais du Peuple pour rappeler leur attachement à la paix. Faire une réconciliation entre nous, les forestiers, on va laisser tout derrière nous, ok, on va faire d'abord, avant le développement, c'est la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas un développement. C'est à cause de ça qu'on fait notre concert. Le premier concert, c'est le 23, c'est demain. Le deuxième, c'est le 29, au Zélokoulou, au stade de Zélokoulou. L'artiste invité est Afou Keïta. Son dernier concert en Guinée remonte à 2012. Aux côtés de Djoma Fanta Fofana, elle promet un show exceptionnel, surtout qu'il est question de paix. Sans la paix, nous, on ne serait pas là. L'Afrique même est commandée à faire la paix. Donc on est là pour la paix. On invite tout le monde. Ati leboro ati teriboro, jone koto jone bokoboro, walti file kadia, walu le nyombo koboro, affaire à suivre. Le concert aura lieu demain à 14h au Palais du Peuple. Il va aussi marquer le baptême de feu de leur organisation, La Voix du Konya. Sport, le Orea Athletic Club reçoit ce dimanche le Sfax de la Tunisie au stade du 28 septembre. C'est dans le cadre du match aller pour le 3e et dernier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Le match retour entre les deux équipes est prévu le 29 mars prochain. Kadiatou Traoré revient sur les enjeux de cette rencontre.
Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se jouent ce week-end sur les différents stades africains. Au stade du 28 septembre, le Oroya Athletic Club, champion de Guinée, reçoit le club sportif de Sfax de la Tunisie. La mobilisation est de taille autour de l'unique représentant guinéen désormais en compétition interclub de la CAF. Très honnêtement, vous représentez l'espoir pour une nouvelle génération. C'est vraiment signe de fierté, d'honneur d'être avec vous aujourd'hui et que vous sachiez que pour la première fois, notre pays est en train d'aller très loin. Donc vous êtes vraiment un symbole pour la nouvelle génération guinéenne et africaine. Lors du traditionnel point de presse d'avant-match, le coach du Oroya Athletic Club s'est dit confiant et déterminé face à cette équipe tunisienne qu'il respecte beaucoup. Nous sommes tous ici unis pour un but. Le but, c'est la qualification du Oroya au deuxième tour. Rendez-vous est donc pris pour ce dimanche 23 mars au stade du 28 septembre à partir de 16h30 universel. Page noire de cette édition, la dépouille de notre compatriote Tierno Oumar Sadioba est arrivée cet après-midi à Conakry. Pour rappel, ce jeune a été assassiné récemment au Canada par un de ses collègues de service et citoyen de ce pays. Le défunt a péri en même temps qu'un autre employé dans une supérette de la ville d'Edmonton par suite de coups de poignard qui ont également occasionné plusieurs blessés. Douleur et consternation se lisaient cet après-midi sur les visages à l'aéroport international de Conakry-Bessia, où le gouvernement a fait le déplacement pour réaffirmer sa solidarité avec la famille éplorée. Adoption. Parti à l'étranger, vivant comme tout jeune aventurier, Tierno Oumar Sadioba rentre au Bercail dans un cercueil. Dans la supérette où il exerçait régulièrement ses activités, notre compatriote est tombé sous les coups de poignard d'un de ses co-employés au Canada. 2 semaines après ce drame survenu dans la ville d'Edmonton, la dépouille de notre compatriote est accueillie en héros et dans la consternation. Tierno, c'était un ami. On s'est connus à Edmonton là-bas le mois d'octobre lorsqu'il a déménagé de Montréal. Moi j'ai déménagé dans un autre État qu'on appelle Manitoba. Alors arrivé là-bas, Tierno s'est très vite intégré dans la communauté aussi avec sa femme. Voyant Tierno, déjà tout le monde savait que c'est un gars qui est quand même très encourageant, un gars de paix. Le jour de son départ, j'étais là, à ses côtés. Aujourd'hui, je le vois. Moi, c'est un sentiment de tristesse. Mais nous sommes nés pour ça. La mort de Tierno Oumar Sadioba a également suscité une vive émotion au sein du gouvernement, en particulier le président de la République qui a dédié son mandat à la jeunesse. Venu très tôt à l'aéroport pour réceptionner le corps, le ministre des Guinéens de l'étranger exprime à nouveau la compassion des autorités à l'endroit de la famille éplorée. Ceux qui ont vu M. Ba s'embarquer ici pour le Canada, revoir aujourd'hui revenir dans une caisse, c'est une tristesse pour tout le monde. Nous avons déjà donné des instructions à l'ambassade de Guinée au Canada de suivre de près l'évolution de la situation au nom du gouvernement guinéen. On nous a informé aujourd'hui que c'est au mois de mai que la justice va ouvrir la première audience. Donc nous allons nous constituer en partie civile parce que le monsieur n'avait pas la nationalité canadienne. Il a la nationalité guinéenne, donc c'est un citoyen guinéen qui était dans la légalité, qui travaillait honorablement, qui a été attaqué et assassiné. Originaire de Dalaba à Moyenne-Guinée, Tierno Oumar Sadioba était marié à une femme et père de 4 enfants, dont l'aîné n'a que 7 ans. Je me sens plus ou moins ravi par rapport à l'assistance à tous les niveaux de nos compatriotes d'abord qui sont venus avec le corps de l'extérieur jusqu'ici, qui ont accepté d'accompagner le corps. Et nous remercions très infiniment le gouvernement du fait de nous avoir assistés à tous les niveaux jusque là où nous sommes. Tierno Oumar Sadioba sera inhumé ce dimanche à 14h au cimetière de Dixine, une cérémonie soigneusement préparée par les autorités aux côtés de la famille du défunt. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés. Bonsoir. Thank you.